Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Est-ce que vous vous souvenez, Mathieu, avoir lu le livre Louis XX de Thierry Ardisson qui était paru dans les années 80? Je vous confesse Il citait en exergue, il y avait cette citation de Jacques Prévert. Louis Ier, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis X, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII. C'est quoi ces Français qui sont pas capables de compter jusqu'à 20? Si je demandais à nos auditeurs de citer le roi de France dont le règne a été le plus long, je suis persuadé que la plupart donneraient la bonne réponse, à savoir Louis XIV. Le roi Soleil a tout de même passé 72 ans, 3 mois et 18 jours sur le trône de France, mais citer le règne le plus court, c'est forcément plus compliqué. Pas facile de marquer les esprits quand on ne règne que quelques mois, voire quelques jours, comme Jean Ier le posthume, le fils de Louis X le Hutin, mort 4 jours après sa naissance en novembre 1316. Mais en cherchant bien, on trouve un règne encore plus court que celui de Jean Ier, celui du fils du dernier roi de France, Charles X, Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême. On peut donc faire encore plus court qu'un règne de 4 jours. Oui, parce que dans son cas précis, il a régné à tout casser 20 minutes. Un laps de temps tellement court qu'il est bien difficile. Je peux difficilement parler de règne. On n'en parle pas comme ça d'ailleurs. Oui. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut rembobiner les épisodes précédents. En 1789, quand la Révolution éclate, Louis-Antoine d'Artois a 14 ans. C'est un Bourbon, donc il est le fils du comte d'Artois et neveu de Louis XVI. Et ça suffit pour que son père Charles ne prennent aucun risque en 1789. Le 16 juillet, donc 2 jours après la prise de la Bastille, Louis-Antoine d'Artois quitte la France pour l'Angleterre. Pendant la Révolution et sous l'Empire, il participe bien à quelques opérations montées par le camp royaliste, mais il est trop précieux pour qu'on l'engage vraiment sur les champs de bataille. En juillet 1815, après la chute de l'empereur Napoléon, la Restauration commence. C'est Louis XVIII, son oncle, qui monte sur le trône. Et Louis-Antoine d'Artois est rapidement déchiré entre les deux tendances, les deux ailes, si je puis dire, qui déchirent les royalistes. La première, c'est celle du roi, son oncle, partisan d'une royauté capable de conserver une partie des acquis de la Révolution et de l'Empire. Et la seconde, c'est celle de son propre père, Charles, comte d'Artois, qui deviendra le roi Charles X, un roi ultra, comme on dit, qui est littéralement plus royaliste que le roi, comme disait Chateaubriand. Un exilé qui n'a rien oublié, qui n'a rien pardonné, ni aux révolutionnaires qui ont guillotiné le roi et la reine, ni à cet usurpateur de Napoléon. Pour lui, il n'y a rien, mais absolument rien à sauver de la Révolution ni de l'Empire. Retour à l'ancien régime, quoi. Exactement, tel qu'il existait avant 1789, en gros, avant qu'il se tire. Et voilà comment le pauvre duc d'Angoulême, qui a 40 ans en 1815, se retrouve déchiré entre son père Charles, qu'il trouve bien trop modéré, pour tout dire, beaucoup trop mou, et son oncle Louis XVIII, qu'il apprécie beaucoup, au point de manœuvrer pour essayer de lui transmettre directement la couronne, mais c'est loupé. Quand Louis XVIII meurt en 1824, c'est Charles, le frère, donc le père de notre duc d'Angoulême, qui monte sur le trône sous le nom de Charles X, ce qui fait de Louis-Antoine son héritier légitime, le dauphin de France. À cette date, Louis-Antoine est donc neveu d'un roi, Louis XVIII, fils d'un roi, Charles X, et l'époux d'une fille de roi, Madame Royale, la célèbre orpheline du Temple, la fille de Louis XVI. Mais la politique de Charles X, de plus en plus conservatrice, crée des fractures profondes dans la société française. Les tensions montent et la crise éclate en 1830 après la publication d'une série d'ordonnances que Charles X tente d'imposer contre l'avis des députés. La suspension de la liberté de la presse, rétablissement de la censure, réduction du corps électoral. Louis-Antoine d'Artois, qui participe au Conseil des ministres, a flairé le danger. Il tente de prévenir son père que ça passera pas, les ordonnances passeront pas. Mais Charles X le renvoie dans ses filets et brutalement, en plein conseil, lui lance « Mon fils, vous n'entendez rien à la politique. Contentez-vous d'être le plus grand capitaine de votre siècle. » Et pourtant, le duc d'Angoulême avait raison. La crise des ordonnances provoque les 3 glorieuses. 3 journées qui décident du sort de Charles X, qui perd complètement le contrôle de la situation. Et le 2 août 1830 à Rambouillet, Charles X en est réduit à abdiquer. Cette décision a une conséquence logique. Au moment où son père signe l'acte d'abdication, Louis-Antoine d'Artois doit automatiquement prendre le pouvoir et devenir Louis XIX.
Mais ça, pour son père, Charles X, c'est hors de question. À ses yeux, son fils est un incapable, et surtout incapable de gouverner. Juste après avoir signé l'acte d'abdication, il exige que son fils renonce aussitôt à la couronne au profit de son neveu, Henri d'Artois, le comte de Chambord, qui a 10 ans à peine. Et alors, Louis-Antoine proteste mollement. Il aurait lancé... Il est mou, ce Louis-Antoine. il est très mou, oui. Il aurait lancé... Mais c'était pas possible, un enfant, on ne peut pas lui laisser la couronne à un enfant. Il supplie presque son père de le laisser régner. La réponse de Charles X, son père, est lapidaire. « Vous ? Sûrement pas !» 20 minutes plus tard, la mort dans l'âme, Louis-Antoine n'est définitivement plus le roi, qui n'avait jamais eu le temps d'être. Il signe la lettre sur laquelle Charles X a déjà écrit cette phrase « Le dauphin qui partage mes sentiments renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu. » Le pire, c'est que le plan de Charles X va échouer, parce qu'Henri d'Artois, ce très jeune prince de Bourbon qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V, ne montera jamais sur le trône. Dans la confusion de manœuvre en manœuvre, d'abord c'est la branche d'Orléans qui va s'imposer. Le 9 août 1830, Louis-Philippe d'Orléans est proclamé par les députés non pas roi de France, mais roi des Français. C'est le début de la monarchie de Juillet, le début aussi d'une nouvelle occasion de s'engueuler entre légitimistes et orléanistes, une longue querelle qui a encore des échos aujourd'hui et qui m'a bien occupé quand j'avais de l'acné juvénile. C'est enfin le début d'un nouvel exil pour Louis-Antoine d'Artois, qui reste donc dans l'histoire comme un roi qui n'aura jamais régné. Et pourtant, les Français lui doivent quelque chose, mais alors quelque chose de particulièrement emblématique. Europe 1, 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. On s'intéresse aujourd'hui dans Historiquement Vôtre à ceux qui ont régné, mais pas longtemps, parfois vraiment pas longtemps. Stéphane, vous nous racontez l'histoire de Louis-Antoine d'Artois qui aurait pu devenir Louis XIX, mais en fait non. Vous nous avez expliqué que Louis XIX n'a jamais réellement exercé le pouvoir, qui nous a laissé quelque chose en héritage. Qu'est-ce qu'on peut bien laisser en 20 minutes de règne ? L'héritage dont vous parlez n'est pas lié à ces fameuses 20 minutes, justement, pendant lesquelles, à l'été 1830, Louis XIX a techniquement été roi de France. Pour cela, je vous propose de revenir quelques années en arrière, en 1823, et quitter le royaume de France pour celui de l'Espagne. À l'époque, la couronne espagnole et... je ne vais pas faire l'accent espagnol, je vais pas le tenir. Ça sonnait comme la coronesse espagnole en plus, donc ça nous entraînait sur un autre... Voilà, donc plutôt la corona. La corona, d'accord. Est quelque peu en train de vaciller. Confronté depuis 3 ans à un soulèvement populaire puissant, Ferdinand VII n'a plus guère qu'une demi-fesse sur le trône. Il appelle donc la France à l'aide et Louis XVIII, qui règne encore, décide de répondre à son appel en lançant une expédition pour venir en aide à son cousin Ferdinand. Rappelez-vous, Louis XVIII aimait beaucoup son neveu. C'est donc Louis-Antoine d'Artois, le duc d'Angoulême, qui prend la tête de la campagne d'Espagne avec 95 000 hommes tout de même. Je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais le dauphin s'en sort comme un prince. Les troupes françaises passent les Pyrénées en avril, s'emparent de Madrid en mai, foncent sur Cadix, la capitale des révolutionnaires. Et pour prendre Cadix, il faut prendre un fort, le fort du Trocadéro, qui défend le port de la ville. Je vous mentirais en vous disant que le duc d'Angoulême est au premier rang lorsque les soldats français profitent de la marée basse pour foncer baïonnette au canon contre les défenses de la ville, mais c'est bien lui qu'on crédite de ce succès incontestable. Ferdinand VII retrouve son trône, l'Espagne renoue avec la monarchie absolue et le duc d'Angoulême, lui, rentre à Paris tout auréolé de cette victoire éclatante. Et c'est en mémoire de cette bataille que la place du Trocadéro porte son nom depuis 1826. Il n'y avait pas encore la vue sur la Tour Eiffel, et les promeneurs ne le savent sans doute pas, mais c'est bien au duc d'Angoulême qu'on doit l'une des places les plus célèbres de Paris. Et c'est déjà ça. Ouais. Europe 1, Historiquement vôtre.